Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce débat sur la transition écologique, sur le progrès, sur l'innovation cet après-midi. Et pour parler de tout ça, Patrice Geoffron qui est professeur à l'université de Paris-Dauphine, va planter le décor, si j'ose dire. Mais nous avons autour de cette table à la fois des chefs d'entreprise, Veolia, Solvay, EDF, Engie bien sûr, et puis également des spécialistes du climat, une grande spécialiste du climat, Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du GIEC, et également à distance l'ambassadeur pour le climat du Danemark, qui pourra aussi nous donner la vision de l'Europe du Nord sur ces questions-là. Mais d'abord, Patrice, si vous voulez bien peut-être un peu planter le décor et nous présenter le sujet sur cette problématique de la transition écologique et également du progrès. Comment est-ce qu'on fait pour concilier transition écologique et puis nécessité quand même d'avoir de la croissance et donc du progrès économique? Oui, merci beaucoup Nicolas. Tout d'abord, un merci tout particulier au nom de mes collègues du Cercle des économistes d'être là dans des conditions très différentes de celles dans lesquelles on avait pu discuter l'an dernier. Déjà de questions climatiques avec à peu près 20 degrés de plus, beaucoup de cigales par ailleurs. Et donc cette année est une année un peu entre parenthèses, mais elle est importante pas simplement parce que ce sont les 20 ans de ces rencontres, mais également parce que cette année à tous égards l'est particulière. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que la transition écologique doit être le moteur ou le cap de l'innovation? Et je pense que on a beau creuser, je pense qu'il est impossible de répondre non à cette question. Premier élément que je souhaite partager avec vous et avec nos auditeurs, parce que l'obligation, en tout cas celle qui va guider les Européens, est d'être neutre en carbone en 2050, donc de ne pas émettre plus de CO2 que la capacité que nous aurons à en capturer par ailleurs. Et donc à partir de là, évidemment, il s'agit d'entamer une rupture. Nous avons peu de temps relativement au modèle dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Et lorsqu'on a cet ordre de grandeur à l'esprit, évidemment, cet effort il va devoir être fait par les entreprises qui sont ici présentes autour de cette table, mais dès lors que cette transition est aussi drastique, à contrario à nouveau, aucun domaine d'activité ne pourra s'abstraire de cet objectif et des innovations qui vont devoir l'accompagner. Je prends également ça pour ma paroisse, je suis universitaire, Nicolas vous l'avez rappelé. Eh bien, dans l'université, on réfléchit à l'heure actuelle aux innovations pédagogiques qu'on est en train de découvrir au travers de cette crise. Eh bien, on va devoir prendre en compte également ces dimensions environnementales dans la manière de les mettre en œuvre. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit, si ce n'est rappelé une évidence. Il y a toute une série de conditions, je ne vais pas toutes les rappeler, notamment parce que ça va faire l'objet de nos échanges, mais il me semble qu'il y en a 3 particulières auxquelles il faut veiller dans le contexte dans lequel nous sommes. Et la première de ces conditions, c'est que nous ne pouvons pas faire l'économie du calcul économique autour de ces innovations. Alors, ces innovations, elles sont dédiées évidemment principalement à réduire des émissions de CO2, mais elles vont produire également ce qu'on appelle des co-bénéfices, qu'on a tendance à négliger. Alors, ces co-bénéfices, par exemple, sont des améliorations dans la qualité de l'air. Il se trouve que nous sortons, enfin je ne suis pas certain d'ailleurs qu'on en soit sorti, d'une grande crise sanitaire où cette question de la qualité de l'air, en tout cas les atteintes pulmonaires, a été centrale. Quelques éléments d'évaluation. Pour la France, la pollution de l'air chaque année coûte entre 50 et 100 milliards d'euros, entre 2 et 4% du PIB. Donc s'il y a quelque part du pognon de dingue, à l'évidence c'est là. Et on ne peut pas négliger cette dimension à l'avenir, encore une fois, dans la prise en compte de ces bénéfices pour notre collectivité, ici et maintenant, de ces innovations. Première observation. Deuxième observation qui relève des conditions de réalisation. Il me semble que les industriels doivent mieux faire connaître finalement non seulement leurs efforts, et ils le font notamment au travers d'obligations de comptabilité carbone et d'horizons de neutralité carbone qu'ils se sont fixés. Il y a eu dans ce domaine des annonces assez spectaculaires ces derniers temps, y compris de grands groupes pétroliers européens. Mais ils doivent également mieux faire connaître l'impact de leurs activités, du développement de leurs activités sur finalement cette histoire commune et ces innovations. J'ai été frappé aujourd'hui, j'étais assez attentif à un certain nombre de sessions, certaines étaient passionnantes, et j'ai entendu ce matin, donc ici même, Stéphane Richard, le patron d'Orange, nous dire, alors ce sont des données industrielles qu'il faudra peut-être regarder un peu à la loupe, mais que les émissions de CO2 des activités de téléphonie mobile correspondent à 1/10 des activités des émissions qu'elles viennent éviter
d'activité. On peut imaginer qu'il y a de la substitution, par exemple, par rapport à des activités de transport. Alors, je vois qu'Antoine Frérot doute. Peut-être faut-il douter, mais même si ça n'était qu'un facteur 5, il me semble que ce sont des ordres de grandeur à avoir à l'esprit, ces effets induits au-delà finalement du périmètre de la comptabilité carbone. Et puis, j'entendais également Élie Girard, le patron d'Atos, donner des ordres de grandeur qui vont, disons, dans le même sens. Et donc ça, il faut que cette contribution à l'effort, il faut que qu'elle soit plus claire dans le débat public pour nos concitoyens consommateurs. Et enfin, le troisième élément, et qui est lié à une expérience à laquelle j'ai été associé tout récemment, qui est celle de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est terminée par une réception à l'Élysée lundi matin et qui aura des suites. Dont vous étiez un des experts. Dont j'étais un des experts à distance, mais qui était là pour répondre aux questions des citoyens et puis pour les regarder travailler. Cette expérience a été tout à fait bouleversante. Et il faut garder à l'esprit que cette convention citoyenne, elle est le produit de la crise des Gilets jaunes qui a conduit au grand débat, qui a conduit à cette convention, et que dans le mandat qui était donné à nos concitoyens qui formaient cette convention, il y avait deux éléments dans ce mandat. Premièrement, déterminer des mesures qui sont susceptibles d'être cohérentes avec les engagements de la France de moins 40% d'émissions de CO2 en 2030 et qui soient soutenables socialement. Et cette question de la soutenabilité sociale, évidemment, elle va être au cœur, j'imagine, sinon de nos débats, en tout cas de la mise en œuvre de ces innovations à l'avenir. Voilà, en quelques minutes pour introduire nos échanges. Alors Valérie Masson-Delmotte, vous êtes le GIEC, c'est un peu notre vigie. Vous nous annoncez parfois des mauvaises nouvelles, des perspectives difficiles. En tout cas, c'est utile d'avoir votre vision. La transition écologique, pour vous, c'est quoi? Alors, en fait, tel que moi je le vois à l'angle du changement climatique, la question qui est posée, c'est finalement comment on s'adapte à un changement climatique qui est inéluctable au cours des prochaines décennies, compte tenu de l'inertie puis des infrastructures qui sont déjà là. Donc il y a la question de l'adaptation. Et puis après, il y a la question de l'action sur la cause du réchauffement, c'est-à-dire en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre. Et pour moi, ça pose vraiment la question de sortir de silos, puisque précédemment, par exemple, l'action des gouvernements, elle séparait l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les stratégies bas carbone, et l'action pour l'adaptation. En fait, on a besoin vraiment de penser autrement et l'idée, c'est vraiment de construire des trajectoires de développement social, de développement économique, qui soient résilientes par rapport à un ensemble de chocs. Le changement climatique est un facteur de choc, mais une pandémie est un facteur de choc. Donc un développement qui soit résilient, qui aille vers cette sobriété carbone qui est indispensable si on veut stabiliser dans quelques décennies le niveau de réchauffement, et qui préserve également la biodiversité, tout en permettant à chacun de vivre dignement. Et donc, quand moi je pense à cet aspect-là, à l'angle climat, mais aussi à l'angle biodiversité, la question de l'innovation, pour moi, elle touche à la formation et à l'éducation. Et on voit, par exemple, beaucoup d'étudiants dans les écoles d'ingénieurs qui viennent chercher des compétences pour pouvoir être porteurs de solutions concrètes qu'on puisse déployer rapidement. Des innovations en matière de gouvernance. Prenons un exemple, le rapport du Haut Conseil pour le climat l'année dernière, qui souligne qu'aujourd'hui, on ne mesure pas l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre des lois. Donc on a besoin de méthodologie pour faire des études d'impact, que ce soit pour l'adaptation, pour les émissions de gaz à effet de serre ou pour la boussole que sont les objectifs du développement durable, qui permettent d'avoir ce cadre de réflexion. Le prochain rapport du Haut Conseil pour le climat, il sera rendu mercredi prochain. Et il souligne l'importance des territoires dans cette forme de gouvernance, parce que c'est à tous les niveaux, il y a des spécificités territoriales. Et puis il y a bien sûr l'innovation technologique, d'autres acteurs autour de la table sont en première ligne pour en parler. L'innovation sociale, par exemple l'économie du partage, fait partie de ces formes d'innovation sociale. Il y a une forme de solutions qui sont basées sur la nature. Par exemple, si vous voulez gérer la montée du niveau des mers sur le littoral, restaurer des écosystèmes côtiers, ça a de multiples bénéfices, ça fait partie des solutions. Ou bien si vous voulez créer des îlots de fraîcheur dans les villes, avoir des espaces verts bien faits, fait aussi partie des solutions. Et puis pour terminer, pour moi, il y a aussi une forme d'innovation que j'appelle frugale. Par exemple, des produits réparables qui auront une durée de vie plus longue, mais aussi une innovation qui soit accessible à tous dans des pays du monde où le niveau de vie est bas et où il y a un besoin pour vivre dignement d'accès à l'énergie, par exemple. Et enfin, une innovation frugale qui est aussi accessible à tous ici, pour que chacun puisse, en fait, quels que soient ses revenus, être porteur de solutions. Voilà, donc pour moi, en fait, la question de la transition qu'on appelle écologique, je la vois comme une question de transition de grands systèmes de production. Bien sûr, l'énergie, mais aussi l'utilisation des terres, l'aménagement du territoire, l'urbanisation, l'industrie, les infrastructures qui sont nécessaires. Et je le vois aussi comme une question de transformation de société.
Je crois qu'on est connecté avec l'ambassadeur pour le climat du Danemark. Est-ce que vous m'entendez bien? Sure. Ce qu'on voudrait... Oui, bonjour monsieur. On aurait aimé vous entendre également sur cette question et sur votre regard sur le lien que vous faites entre transition écologique et innovation. Sure. Bien sûr, merci de m'avoir invité. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous et je serai très content de vous voir à Aix l'année prochaine. C'est assez ironique. Au mois de mars, pendant le confinement, on allait essayer de booster nos ambitions sur les actions climatiques dans la perspective du COP26 à Glasgow. Et il y a une déconnexion entre les ambitions politiques et les ambitions dans l'économie réelle telles que représentées par les personnes autour de votre table. L'ambition politique n'est pas aussi forte, n'est pas aussi avancée pour atteindre les objectifs de 2030, 2050 que nous devons atteindre pour faire cette transition en temps et en heure. Et nous devons améliorer nos ambitions politiques pour être en voie d'atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Nous avons peu de temps devant nous. Nous devons faire la transition au niveau énergétique, mais également au niveau du transport, les systèmes alimentaires, la nature, tous les systèmes qui sont à la base de l'économie mondiale et des émissions. Dans l'esprit du 14 juillet, on peut dire qu'on a besoin d'une révolution pour la décarbonation et nous devons améliorer, augmenter la vitesse de nos innovations afin de le faire. À Danemark, nous essayons de faire le lien entre la reprise après la pandémie et avec le Green Deal pour avoir une reprise ambitieuse, les deux en même temps. Il y a des trillions d'euros qui sont investis dans ces projets, dans cette récession qui doit être verte au niveau du Danemark, de l'Europe, de la France. Sinon, on n'aura plus assez d'espace fiscal, de volonté politique et de temps pour gérer cette crise climatique. J'ai trois messages. Il faut de l'ambition, de l'ambition, de l'ambition, de l'ambition en tant qu'État pour créer des politiques qui sont en ligne avec l'accord de Paris. Également au niveau de l'innovation. Sinon, la neutralité carbone en 2050 ne sera pas atteignable. Au Danemark, nous avons adopté une nouvelle loi, une bio-loi pour atteindre une réduction de 70% d'ici 2030. Et en faisant cela, nous allons avoir une décarbonation totale de nos systèmes électriques avec des investissements importants dans l'innovation et le renforcement de capacités, surtout sur la technologie d'hydrogène. On a également besoin d'ambition en tant qu'entreprise, investisseur. Nous devons avoir des cibles qui passent par la chaîne de valeur, la chaîne de l'approvisionnement. Il faut des objectifs ambitieux dans tous les secteurs qui peuvent être le moteur de l'innovation. Au Danemark, nous sommes partenaires avec des entreprises danoises pour mettre en place 13 projets publics-privés. Ils font partie de cet objectif de 70%. Et le troisième niveau d'ambition, c'est au niveau de la politique mondiale. Commençons avec l'Union européenne. Le Green Deal doit être le moteur de la transformation économique et doit être le moteur de l'innovation également. Nous voulons un cible européen de 55% d'ici 2030. Ce sera négocié cet automne et nous avons hâte de négocier avec la France sur cette question et nous pensons que l'Europe peut devenir un modèle économique et qui peut entraîner la Chine dans les objectifs. Merci. Merci Thomas.
transition énergétique, elle se joue énormément au niveau des entreprises. Je pense que c'est à ce niveau-là aussi dans une grande mesure que on peut trouver les réponses à toutes les questions qui sont soulevées jusqu'ici. Est-ce que Jean-Pierre Clamadieu, vous présidez Engie, est-ce que cette crise là que nous subissons depuis quelques mois, elle accélère cette transition énergétique ou elle la rend plus compliquée? Non, moi j'espère qu'elle l'accélère. Et effectivement, en plus de l'absence de cigales, je pense qu'une grande différence par rapport à ce que nous avions pu échanger l'an dernier autour de ce même thème et avec ces mêmes objectifs et préoccupations, c'est vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis le mois de mars. Moi, j'en tirerai 3 et puis je ferai un petit commentaire sur le thème de l'innovation. Première chose, je crois qu'on a perçu avec énormément de force la fragilité de nos systèmes, de nos économies, de notre mode de vie. Et ça, tout d'un coup, c'est apparu. Enfin, on s'est retrouvé en quelques semaines dans une situation où la moitié de l'humanité s'est trouvée confinée. Et même s'il n'y a évidemment pas de lien direct entre crise sanitaire et crise climatique, même si les échelles de temps sont complètement différentes entre les deux types de crises, je crois que là, il y a une sorte de wake-up call extrêmement fort pour dire attention, nous sommes fragiles. Deuxième point, c'est que nous avons été capables, en quelques jours ou en quelques semaines, de réinventer une partie de nos manières de travailler, de fonctionner. Ça c'est assez remarquable. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous donner de l'ambition, effectivement, et du courage pour imaginer des innovations de rupture. Dans un groupe comme Engie, on a mis 50 000 personnes en télétravail en 48 heures. Dans la vie normale, si j'avais dit, tiens, est-ce qu'on peut, j'avais dit à mon DRH, comment est-ce qu'on peut réfléchir pour mettre 10 000 personnes en télétravail, il m'aurait dit, bon, c'était un plan à 6 mois, 12 mois, 18 mois, il faut consulter, il faut préparer, il faut faire ceci ou cela. On a été, et Engie est une entreprise parmi beaucoup d'autres qui ont fait la même rupture, on a été capable en très peu de temps de réaliser cette rupture. Ça doit vraiment nous donner de l'ambition et des idées. Troisième commentaire, on le sait tous, on parle beaucoup de plan de reprise, on parle beaucoup d'intervention publique massive. Alors, certaines d'entre elles sont là pour traiter dans l'urgence la situation d'un certain nombre d'entreprises. Là, l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles puissent continuer à vivre, continuer à opérer. Mais au-delà, on va sans doute dans une période dans laquelle il y aura de l'investissement public, directement, au travers de partenariats avec les entreprises, massif et aligné. On sent en Europe en particulier une volonté de coordination entre les initiatives de la Commission et les initiatives des différents pays. Il faut saisir cette opportunité pour que l'urgence climatique soit vraiment au cœur de ces plans de relance. Et ce que je perçois aujourd'hui au travers du discours des uns ou des autres, mais aussi d'un certain nombre d'annonces, c'est que la volonté est là de profiter de l'opportunité de ces plans de redressement pour faire en sorte de franchir une étape. Dernier commentaire, alors cette fois-ci sur l'innovation. Bon, je suis un ingénieur de formation, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie dans l'industrie chimique et je suis persuadé que l'innovation technologique a beaucoup à apporter. Ceci dit, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les enjeux soient dans l'innovation technologique au sens de chercheurs qui travaillent en laboratoire pour développer des solutions. Pourquoi ? Parce que la plupart des solutions qui nous permettront de nous mettre sur le chemin de l'accord de Paris, elles sont là aujourd'hui. L'enjeu, il est double, c'est de passer de démonstration à quelque chose qui est effectivement un impact massif. On peut le voir dans le développement des renouvelables, ça s'était largement fait autour du solaire et de l'éolien. C'est encore balbutiant dans un certain nombre d'autres technologies. On parlera peut-être plus tard de l'hydrogène, où on a les briques, mais on n'a pas le système qui permet d'utiliser cette opportunité. Donc, premier enjeu, développement, passons très vite à des échelles beaucoup plus importantes. Et le deuxième, c'est traiter tous les sujets. Je suis un de ceux qui a écouté avec beaucoup d'intérêt les conclusions de la Convention climat. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la capacité pour ces 150 de nos concitoyens à regarder l'ensemble des sujets et à se dire c'est pas un problème de grandes entreprises, c'est pas un problème de production énergétique, c'est pas un problème de ceci ou cela, c'est notre problème à tous. La manière dont on se loge, la manière dont on chauffe, comment est-ce qu'on se nourrit, et puis bien sûr, quel type de produit, quel type de consommation, mais on a vraiment besoin, l'innovation elle est dans la capacité à mettre ensemble tous ces éléments. Vous les reprendriez toutes là, les 149 suggestions de la Convention? Il y en a quelques-unes avec lesquelles j'aurais un petit peu plus de difficultés, et d'autres qui sont pas là. D'ailleurs, moi j'étais assez frappé de voir qu'on parlait de taxe sur les dividendes, mais qu'on parlait pas de taxe carbone. C'est un peu étonnant dans une convention climat. Mais je crois que pour beaucoup d'entre elles, les idées sont les bonnes.
Maintenant, et certaines d'ailleurs sont pas si faciles que ça. On l'a vu. Hein, le président de la République a fait un petit choix dans certaines mesures dont il craignait qu'elles soient un peu trop contraignantes. Prenons un exemple, hein, la rénovation thermique des bâtiments. Il faut qu'on arrive à faire des progrès massifs. Ça passe sans doute par une forme d'obligation. Donc je ne suis pas choqué de voir cette idée exprimée dans la Convention et je pense qu'il faut effectivement dans ce domaine qu'on sache aller plus loin et les membres de la Convention nous ont montré un certain nombre de pistes. Antoine Frérot, PDG d'Eolia, donc l'urgence elle est climatique ou économique? Quand l'économie est par terre, est-ce que les enjeux de long terme dont on vient de parler, c'est le moment de les traiter? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences d'abord à traiter? Eh bien, il y a plusieurs urgences en même temps. Il y a, et donc parce que plusieurs crises en même temps. Bien sûr, une crise sanitaire qui va générer une crise économique, une crise sociale, peut-être une crise politique. Mais avant la crise sanitaire, on avait une crise écologique. D'où le mot d'urgence. Et les crises, quelles qu'elles soient, elles ont toujours favorisé les innovations. Les crises les plus terribles, ce sont bien sûr les guerres, et on a bien vu qu'à travers les guerres, l'innovation pouvait être rapide. Donc les crises vont favoriser les innovations par nécessité. On dit souvent que nécessité fait loi, la vérité c'est le contraire, c'est que la nécessité défait la norme, défait le convenu pour trouver nécessairement du nouveau. Donc nécessité défait en fait la loi. D'ailleurs, Veolia a été créé il y a 170 ans, suite et à cause d'une crise sanitaire. L'explosion d'épidémies de choléra dans les villes qui grandissaient très vite avec la révolution industrielle. Et pour y faire face, la Compagnie Générale des Eaux a été créée pour apporter l'eau potable à une époque où Pasteur disait « nous buvons 90% de nos maladies ». Comme quoi, il y a de belles innovations à cause des crises, comme vous voyez. Et puis les crises, on a connu ensuite des crises sur la pollution avec les déchets toxiques. Quand j'avais 17 ans, dans la Seine, à Paris, en été, quand on faisait des mesures de type de poisson, il n'y avait plus que 3 sortes de poissons. Aujourd'hui, il y en a 40 sortes. Comme quoi, on sait trouver des solutions. Et j'en viens aux innovations. Bien évidemment, on a besoin d'innovations techniques. Mais comme Jean-Pierre l'a dit, on en connaît beaucoup déjà des innovations techniques. On reviendra tout à l'heure sans doute sur celles qui manquent encore. Parce qu'il y en a quelques-unes encore à trouver. Mais on en connaît beaucoup. Ce qui pêche, c'est notre capacité à les généraliser. Et pour les généraliser, on a besoin d'innovation, mais plus technique cette fois. On a besoin d'innovation sociale. Madame Sondelmotte a parlé d'économie de partage. On a besoin aussi d'innovation, je dirais, institutionnelle. Et je pense qu'en matière de pollution, parce que les émissions de gaz à effet de serre, c'est une pollution complexe à traiter, les innovations institutionnelles, elles ont déjà été mises en œuvre dans le passé. Si j'ai pris l'exemple de l'eau tout à l'heure, c'est qu'il me semble que pour le CO2 ou les gaz à effet de serre, la même logique que celle qui a été utilisée pour l'eau il y a 50 ans serait très utile. Rendre le fait de travailler en polluant plus cher que quand on travaille proprement. C'est-à-dire mettre un coût à cette externalité qu'on appelle la pollution lorsqu'on produit en polluant. Ce que j'appelle une redevance sur les émissions. Mais pour que dépolluer coûte moins cher, utiliser cette redevance, c'est pour ça que je l'appelle une redevance carbone et pas une taxe carbone, utiliser cette redevance pour aider et subventionner partiellement ceux qui dépolluent. Faisant ceci, on arrivera vite à faire que produire en polluant coûtera plus cher que produire en dépolluant. Et là, je vous fiche mon billet que la dépollution ira vite. Parce que la logique économique conduira l'ensemble des producteurs à s'équiper en équipement de dépollution parce que ça leur coûtera moins cher. Ce principe pollueur-payeur, dépollueur-aidé, qui a été appliqué dans l'eau, qui a été appliqué pour le trou dans la couche d'ozone, pour les pluies acides il y a maintenant 30 ans, si on l'appliquait aujourd'hui pour les gaz à effet de serre, eh bien, je pense qu'on irait vite. Mais est-ce que ça peut marcher à une échelle nationale ou même de l'Europe, ou est-ce qu'il faut un système mondial? Parce que alors, l'idéal, bien sûr, vite avoir des problèmes. Que ça soit d'abord parce que la pollution, elle traverse les frontières, donc l'idéal, ça serait une gouvernance mondiale pour la mettre en place. C'est illusoire aujourd'hui.
Mais pour que les producteurs de la zone considérée ne soient pas trop défavorisés, il faudrait que l'échelle soit la plus large possible. Très honnêtement, l'échelle européenne est dans cette matière l'échelle qui vient spontanément à l'esprit. C'est l'échelle la plus naturelle, elle correspond à notre civilisation, à notre manière de vivre. Pour protéger les producteurs européens, dans ce cas-là, il faudra une taxe carbone aux frontières. Une taxe carbone aux frontières, bien évidemment, ce qui d'ailleurs aura comme vertu, très certainement, de pousser les producteurs hors des frontières à dépolluer aussi pour pas subir la taxe sur leurs produits. Et il y aura un effet d'entraînement. Et je pense qu'en plus, dès lors que l'Europe ferait ça, je pense que d'autres grandes plaques, je pense notamment à la plaque chinoise ou asiatique, mettraient en place également ce système de réinternaliser dans le coût des productions les effets nocifs, à savoir la pollution. Et ce faisant, à condition que cette redevance n'aille pas dans les budgets publics, mais soit totalement utilisée pour aider à dépolluer, on réduit le surcoût de travailler propre par 2. Donc on va 2 fois plus vite et on généralise rapidement ainsi la dépollution. Ilham Kadri, merci d'être là d'abord, parce que vous dirigez un grand groupe chimique, Solvay, mais qui est basé en Belgique, donc vous avez fait le déplacement. Mon premier voyage, premier 4 mois. Premier déconfinement, donc à Paris. Et je suppose que quand on dirige un grand groupe chimique, on croit au progrès et que cette crise aussi va peut-être accélérer les choses, ou en tout cas accélérer la nécessité de mettre en œuvre des solutions pour lutter contre le réchauffement. Tout à fait. D'ailleurs, notre raison d'être le dit, on l'a publié au mois de janvier, c'est de réinventer ce progrès, même avant que le virus commence à se globaliser. Donc voilà, au prisme de cette crise, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Si on se mobilise, comme on s'est mobilisé pour cette crise sanitaire qui est assez unique, pour le climat et pour la transition écologique, on avancerait beaucoup plus vite. Parce qu'il y a eu une mobilisation mondiale, etc. Parce que ça touche l'humain, ça a touché notre liberté. On a peur de contaminer notre propre famille. Donc, il y a 3 points pour moi à retenir, et je représente un peu la chimie aujourd'hui. Je pense que la chimie est essentielle. Elle est essentielle pour cette transition écologique. Je pense que pendant la crise, j'espère qu'on a réhabilité un petit peu la chimie qui a été vue comme pollueuse d'abord, et que maintenant on se rend compte que la chimie a été essentielle. Pourquoi ? La plupart, par exemple, de nos usines à travers le monde, à part en Chine, parce que l'État chinois a décidé de fermer tous les outils de production et les industries pendant 2 semaines au moins, on a été reconnu comme essentiel. Donc il n'y a eu aucune usine qui a été fermée de force par aucune autorité mondiale. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'alimentaire, on est dans la santé, on est dans les kits pour les tests, pour préparer des vaccins, pour l'hémodialyse, dans les soins de santé, dans les gels qui ont protégé. Activité essentielle. Donc, activité essentielle. Et ça, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas de solution sans la chimie. Et je pense aussi que la chimie, au risque de la féminiser un peu, c'est la mère des industries. Et cette chimie, elle doit être au service de la circularité. Et je pense que si on peut recycler un déchet, ce n'est plus un déchet. Donc vous le faites déjà. L'eau, qui est proche à mon cœur et de mon parcours, c'est que quand on fait un dessalement, ça coûte beaucoup d'énergie et de l'argent. Quand on recycle de l'eau grise, ça coûte moins cher. Et c'est mieux d'ailleurs, c'est plus propre. Donc voilà, il faut faire la même chose avec nos polymères, avec nos matériaux. Deuxièmement, et ça a été dit, il faut avoir une vue holistique, au-delà du climat. Quand j'étais à Davos au mois de janvier, tout le monde parlait du climat. Depuis 3 mois, tout le monde parle, ou 4 mois, tout le monde parle du sanitaire d'abord, d'accord ? Alors, est-ce que le climat, il est en second plan ou pas ? Donc nous, notre stratégie de développement durable chez Solvay, le Solvay One Planet, c'est de dire on a 3 piliers. Il y a le climat d'abord, il faut continuer, mais il y a aussi les ressources naturelles et la biodiversité. D'ailleurs, le coronavirus, c'est une conséquence d'une déstabilisation d'une biodiversité qui s'est passée dans un marché à Hubei, dans la province de Hubei, qui est arrivé mondialement aujourd'hui, perturber notre économie mondiale. Et troisièmement, c'est vraiment, et vous l'avez dit, c'est que cette transition énergétique, même si un peu peut-être utopique, elle doit devenir globale. Parce que comme le coronavirus, le réchauffement climatique n'a pas de frontières.
Il est invisible et n'a pas de frontières. Et si les politiques de ce monde, et même les citoyens de ce monde, ne sont pas d'accord encore sur le pourquoi, la cause, etc., malgré ce que les scientifiques et les ONG nous disent, ou nous, les industriels, on dit, il faut que les sociétés globales, nos clients, nos partenaires, fassent cette transition globale. Et il faut réimaginer la chaîne de valeur, parce que ça ne peut pas se faire sans réimaginer et réinventer cette chaîne de valeur. Elle est critique. Je salue l'Europe qui arrive avec un Green Deal. Je salue la France et l'Allemagne et les Scandinaves et autres qui sont un peu leaders dans cette ambition courageuse d'ailleurs, et qui va de pair avec tout le stimulus qu'ils sont en train de mettre pour réparer cette économie qui va mal. Mais il faut réimaginer cette chaîne de valeur. On a parlé de l'innovation. Il faut savoir que les innovations existent. Bertrand Piccard, qui a fait son tour du monde avec un avion solaire, déjà il est en train de construire une valise maintenant pour refaire le tour du monde avec 1000 solutions écologiques, mais avec des produits qui existent aujourd'hui. Il était tout seul dans l'avion, mais... Oui, il était tout seul, mais on peut continuer peut-être à faire 2, 3, 4. Mais ce qui est important, c'est qu'il est maintenant avec sa fondation en train d'imaginer comment on peut vulgariser et amener beaucoup plus d'innovations qui existent aujourd'hui. Et enfin, tous ces emprunts, tout cet argent qu'on est en train de remettre dans cette économie, c'est très très bien. Il faut l'utiliser aussi pour accélérer le Green Deal et cette économie et transition énergétique. C'est vital, sinon on va être trop en retard. Merci Ilham Kadri. Alors Jean-Bernard Lévy, quand on dirige EDF, ça signifie quoi transition écologique c'est un sujet à la fois technique et politique quand même. Je dirais que dans l'entreprise, c'est un sujet de tous les jours depuis des décennies. Depuis que les effets des émissions de carbone sur le réchauffement de la planète sont devenus un fait. Donc 25 ans peut-être, ou 30 ans que la contestation, il n'y a plus de contestation. Je dirais, à travers, je suis d'accord avec ce qui a été dit par les autres invités ici. Quelques inquiétudes quand même. Est-ce que la soutenabilité de ce qu'il faut faire, la soutenabilité sociale et économique, ne va pas être plus difficile à cause de la crise économique qui fait suite à la crise sanitaire? Le signal négatif donné par l'absence de la taxe carbone, c'est bien ça. Dans la taxe carbone, évidemment qu'il faut la faire. Ah oui, mais socialement, on ne peut pas. Et donc, c'est quand même un sujet d'inquiétude. Deuxième sujet d'inquiétude... On pourrait réellement la faire à un niveau national ? Et à un niveau national, oui, bien sûr. La Suède, que je sache, a beaucoup plus d'industrie dans son PIB que la France. Mais elle a aussi une taxe carbone qui est 5 fois la taxe carbone de la France. Donc, qui a dit que la taxe carbone et l'industrie sont ennemis l'un de l'autre ? Deuxième remarque, j'ai été très frappé de voir que ceux que j'appellerais les négationnistes du virus sont souvent les négationnistes du climat. Les responsables politiques dans différents pays. Pas toujours. Certains peuvent changer d'avis, et donc il n'y a pas aujourd'hui un consensus aussi évident dans le monde entier, y compris dans des très grands pays, sur ce qu'il faut faire. Je trouve très intéressant ce qui a été dit sur la qualité de l'air, qui est un sujet de santé publique tout à fait majeur. Je ne sais pas à quel chiffre il faut faire référence, mais les problèmes de qualité de l'air aujourd'hui sont responsables d'un nombre infiniment plus important de décès dans nos pays que le virus. Parce que c'est chaque année, c'est pas juste une fois. Et donc de ce point de vue-là, les particules importées, c'est aussi un sujet un peu tabou. Finalement, quelles sont les particules importées et quel est l'effet sur la santé de nos concitoyens? Que peut-on faire de plus? On fait déjà beaucoup. J'étais très heureux de voir que le Danemark, qui est un pays qu'on appelle historiquement charbon, est en train d'en sortir assez vite. Son grand voisin est en train d'en sortir très lentement. La Grande-Bretagne en est sortie également très rapidement. C'est un grand pays. Presque totalement. Totalement. C'est un grand pays charbonnier. Elle a construit la domination qu'elle avait sur le monde au XIXe siècle sur son charbon et son acier. C'est une évidence. Elle est capable de le faire.
Donc pour nous, ça peut être un exemple. Elle le fait grâce à un mix d'énergie renouvelable et d'investissements nouveaux dans le nucléaire. Elle a fait le choix des investissements nouveaux dans le nucléaire qui sont assez consensuels. Il y a évidemment toujours des gens qui s'y opposent, mais en fait, les partis politiques représentés au Parlement britannique, ils sont tous favorables, y compris à travers des alternances. Donc c'est quelque chose qui se fera. Espérons que ça se fera avec l'industrie française. En tout cas, c'est le choix qu'ont fait les gouvernements britanniques successifs. Je voudrais aussi dire que par rapport à ce qu'on fait déjà, je me demande toujours qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Parce que nous, on a déjà un mix électrique qui est presque entièrement décarboné. On va arrêter de produire à partir de charbon en France et dans les autres pays dans les années qui viennent. C'est déjà très faible. On a des chiffres tellement meilleurs que nos concurrents. Donc, que peut-on faire de plus ? Je pense qu'on peut davantage accélérer l'industrialisation des innovations. C'est-à-dire qu'en effet, comme le dit Jean-Pierre, les innovations de labo, elles sont très importantes et nous les encourageons. Mais on sait bien qu'à l'horizon de 2030, elles ne seront pas dans... Il y a peu de chances, malheureusement, qu'elles soient dans la maison ou dans l'entreprise de chacun d'entre nous. Par contre, l'accélération des innovations qui ont été faites ces 10 dernières années, ça, c'est dans nos mains. Ça me paraît très important qu'on essaye, par exemple, dans l'hydrogène, d'accélérer l'industrialisation, de faire des paris sur les courbes d'apprentissage. Puis la deuxième chose que nous pouvons faire, c'est, je crois, travailler beaucoup plus sur la sobriété carbone. Tout le monde, depuis des années, depuis le GASPI et nos jeunes années, pour certains d'entre nous ici, parle de sobriété énergétique. Mais la sobriété énergétique, c'est consommer moins d'énergie à usage identique, n'est-ce pas ? Et moi, je voudrais qu'on parle de sobriété carbone. Or, aujourd'hui, nos politiques publiques sont presque entièrement orientées sur la consommation en volume d'énergie. Peu importe, en joules, en watts, peu importe. Mais pas en émissions de carbone. Et par exemple, en France, la réglementation qui s'applique dans les bâtiments n'est absolument pas orientée pour émettre moins de dioxyde de carbone. Elle est entièrement orientée pour consommer moins d'énergie, ce qui est très bien. Il faut désormais qu'on marche sur deux jambes et on est extrêmement en retard pour faire cela. Et je terminerai, parce que je voudrais juste profiter de cette tribune, pour dire que nous avons encore beaucoup de progrès à faire, ne serait-ce que dans la présentation de ce que nous mettons sous les yeux de nos publics. Et je me référais à l'excellent journal que vous dirigez, Nicolas Barret, qui est vraiment très utile pour voir finalement qu'est-ce qui est mis sous les yeux des Français. Et lundi dernier, vous avez consacré 2 pages entières, presque entières, pas tout à fait, à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est intervenue dans la nuit de lundi à mardi. Mais alors, vous aviez un petit peu de place qui restait pour un encart publicitaire. Et donc, à côté de cette décision, dont on sait qu'elle n'est pas guidée par la réduction des émissions de carbone, il y avait un encart très intéressant pour l'ouverture d'une enquête publique pour passer de 2x2 à 2x3 voies, une autoroute dans la région lyonnaise. Intéressant. Sur cette question de l'innovation, puisque vous semblez tous d'accord pour dire que c'est ça qui va nous permettre de faire des progrès en matière de transition énergétique, de réduction des émissions de CO2, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'innovation se passe chez nous en Europe et pas à des milliers de kilomètres d'ici? Ilham, vous évoquiez la batterie électrique, alors c'est très bien, il y a des initiatives en Europe, mais enfin, les 3/4 des batteries sont faites en Chine ou en Corée. Donc comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces innovations que vous appelez de vos voeux, pour que ça se passe ici, chez nous, en Europe, et pas ailleurs? L'exemple de la batterie est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, un peu tardivement, mais la Commission européenne, il y a 3 ou 4 ans, j'étais à cette époque-là à Bruxelles et j'ai vu le commissaire, l'idée naître finalement dans l'esprit du commissaire, qui était de dire on est en train de mettre en œuvre des réglementations qui vont encourager fortement le développement du véhicule électrique en Europe. Le composant essentiel est importé de Corée ou de Chine. Il faut qu'on fasse quelque chose. D'où l'initiative qui a été engagée à l'époque, qui a permis aujourd'hui de voir se matérialiser 2 ou 3 projets de production de batteries en Europe. Projets dans un certain nombre d'entreprises autour de cette table sont partenaires. Donc oui, on a capacité, on l'a sans doute fait un peu tard sur la batterie, mais on l'a fait tard aussi sur les panneaux solaires, on l'a fait tard sur les éoliennes. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça, mais on reparlera peut-être. À chaque fois, je dirais peut-être un petit mot de l'hydrogène tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels l'Europe a les briques technologiques
les entreprises qui sont capables de mettre en œuvre ces technologies. Et il faut qu'on sache faire des choix de politique industrielle, ça paraît quelquefois comme un gros mot, mais peut-être qu'elle est un tout petit peu réhabilitée dans la période qu'on traverse, qui permettent de développer des projets qui créent de l'emploi, du savoir-faire chez nous. Il y a un avantage nouveau pour développer chez nous ces technologies. C'est que les mines de demain, les mines de la révolution écologique, ne sont pas en dehors de notre territoire. Elles sont chez nous. C'est nos déchets. Toutes les activités de recyclage pour donner une deuxième vie aux déchets et aux matières premières qu'on a déjà extraits ailleurs et qu'on a ramenés chez nous émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre quand on les réutilise que de recommencer à utiliser de la matière vierge. Une bouteille d'eau, quand on la recycle, pour refaire une bonne bouteille d'eau, c'est 70% de moins d'émissions. Et la proportion économisée est encore bien plus forte avec les métaux, avec l'aluminium, avec le verre. Et donc, on a la chance cette fois d'avoir la matière première chez nous. Et je vais reprendre l'exemple des batteries. Nous avons, avec Ilham Kadri, entre Solvay et Veolia, un projet de construction d'une grande usine de recyclage des batteries. On en a déjà construit une petite qui sert de test, de prototype. On a dans l'est de la France le projet d'une grande usine de recyclage des batteries. En nous partageant le travail, le recyclage des matières premières et notamment des métaux serait fait par Veolia et l'affinage et l'utilisation de ces métaux pour refaire de nouvelles batteries serait faite par Solvay. Parce qu'on a justement, on aura les batteries chez nous, les batteries usagées. C'est un avantage que la France n'avait pas auparavant dans l'industrie classique, que d'avoir les idées et la matière première. Cette fois, on l'a. C'est pareil pour les déchets organiques. Fabriquer des engrais, des fertilisants. La plupart du temps, ils sont fabriqués à l'autre bout du monde et ramenés dans nos champs. Nos déchets organiques, les déchets verts, les boues de station d'épuration, les feuilles mortes, les déchets des restaurants peuvent être transformés en biofertilisants. Cette bioconversion, on en a là aussi les savoir-faire et les matières premières chez nous. Et cette bioconversion, elle ira un jour au-delà des fertilisants. Ce sera, on la transformera en protéines animales pour l'élevage. Et bref, on peut rapatrier des productions chez nous parce qu'on les ferait de formes différentes, à partir de matières premières différentes, qui seront très contributrices à l'effort de diminution des gaz à effet de serre. Donc quand vous entendez des politiques dire qu'il faut relocaliser, ça ne vous paraît pas absurde, c'est possible? Non, il faut localiser. Il n'y a pas de on va pas refaire la même chose. On va pas refaire la même chose en France de ce qu'on fait ailleurs. On va la faire différemment. On va le faire différemment parce que on va aussi contribuer à la transition écologique. En France ou en Belgique, Ilham Kadri? Partout en Europe, globalement. Je pense qu'il faut faire très attention. Alors j'applaudis le projet des batteries. Nous avons un projet extraordinaire sur le recyclage. Mais en amont, quand on parle de l'Alliance des batteries, elle peut échouer et elle peut réussir. Si on essaie de copier la Chine et la Corée et on n'est pas compétitif, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, l'Europe a permis à plusieurs nations de effectivement commencer à investir dans les batteries localement. Je comprends que chaque pays européen veut favoriser les joueurs locaux, nationaux. C'est humain, c'est normal. Mais il faut faire attention de faire des paris, mais des paris qui sont extrêmement judicieux sur les bonnes technologies. Et vous l'avez bien dit, ce n'est pas les technologies qu'on commence aujourd'hui, c'est ceux d'il y a 10 ans. Parce que faire du solide, par exemple, on essaie de faire du solide dans les batteries, de réinventer les batteries. Ceux qui n'ont jamais fait des batteries dans leur vie, je me demande, est-ce qu'ils vont réussir? Il y a un pari dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène. Là, il y a des grands projets au niveau européen. Bien sûr, ça a commencé, il y a les Japonais, nous, on est dans l'hydrogène, dans des membranes, et on accélère nos investissements. Donc tout ça, et ça va coexister. Je ne pense pas qu'il va y avoir une seule réponse. Il y aura l'électrique, il y aura l'hydrogène, il y aura l'hybride. Donc il y aura tout ça. Et c'est important pour l'Europe de vraiment commencer à revoir une politique énergétique et de transition écologique européenne et de ne pas juste laisser des nations faire des paris où ça peut amener à du gaspillage
Et je vous rappelle que l'argent ne vient pas seulement de la Banque européenne. On est en train d'emprunter de l'argent à nos enfants. C'est eux qui sont endettés. Et c'est important, c'est un devoir de commencer à faire un vrai benchmark scientifique sur le cycle de vie et de voir le value chain, hein, la chaîne de valeur. Pas seulement dire oui, c'est bien, on a de l'argent. Mais dans 10 ans, on se rappellera de plusieurs investissements industriels qui n'ont donné rien au bout de 10 ans et 15 ans. Et dans vos journaux, vous avez dit, ils ont gaspillé notre argent. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire plusieurs paris? Moi, je suis très frappé du montant que l'Allemagne va mettre sur l'hydrogène. Elle peut peut-être se le permettre. Mais elle fait l'analyse et elle a peut-être raison que l'hydrogène, on est justement au moment où on sait ce qu'il y a à faire. On ne va peut-être pas inventer des choses radicalement différentes sur les filières hydrogènes, qui sont elles-mêmes multiples. Hein, elles sont relativement compliquées. Mais c'est le moment de faire un effort massif pour voir si après cet effort massif, l'Allemagne a assez bien contribué à un effort massif pour faire en sorte que le solaire et l'éolien deviennent des solutions partielles à la substitution par rapport au charbon ou au pétrole ou au gaz. L'Allemagne fait le pari que 10 ans après, le moment est venu d'investir massivement dans l'hydrogène et je pense que si ça ne marche pas, il ne faudra pas le reprocher. Je pense que c'est bien que des pays aient une vision entrepreneuriale. Ils peuvent se le permettre, et une vision entrepreneuriale de cette chose-là. Peut-être la France a-t-elle décidé de le faire avec l'argent important qui va être mis pour développer l'avion de demain, peut-être un avion à hydrogène. J'ai vu également des montants très importants. Et je pense que c'est peut-être le moment de constater avec plaisir que finalement la crise est un accélérateur de prise de risque sur des filières technologiques, là où précédemment, peut-être en fonction des contraintes budgétaires, en fonction des règles de concurrence très strictes imposées par Bruxelles, et qui vont peut-être se relâcher, finalement, il y avait une certaine timidité à afficher des politiques sectorielles, des politiques de filière. Je crois que c'est bien qu'aujourd'hui, on constate un certain dégel de ces sujets-là. Mais il faut de la collaboration aussi. Et il faut énormément de collaboration et ne pas réinventer la roue. C'est ça qui est important. Et puisqu'on est passé aux nouvelles, aux innovations techniques dont on a besoin, qui n'existent pas encore, comme l'hydrogène, on peut quand même évoquer quelques autres aussi de ces innovations peut-être. En commençant par celle du stockage de l'énergie. Les batteries en seront sans doute un élément, mais peut-être pas suffisamment. Et puis la capture et le stockage du CO2 me semble être sans doute une des innovations majeures qui permettra de gagner la guerre contre le dérèglement climatique. Il y a beaucoup de choses à faire, à imaginer, à travailler pour sécuriser cette démarche, pour la rendre économiquement plus accessible aussi. C'est sans doute une innovation pour laquelle, si les Allemands mettent le paquet sur l'hydrogène, on pourrait peut-être en France mettre le paquet sur la capture et le stockage du CO2 et sa stabilisation. C'est exactement le point que je voulais aborder. Dans toutes les trajectoires qui permettent de stabiliser le réchauffement, en gros largement en dessous de 2 degrés, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, il y a une caractéristique commune, c'est des émissions résiduelles, donc le besoin d'avoir des émissions négatives, c'est-à-dire on capte de différentes manières le CO2 atmosphérique, parfois on le réutilise, mais en tout cas on le stocke de manière durable. Et ça pose un ensemble de questions, parce qu'il y a des méthodes physico-chimiques, mais il y a aussi des options qui pourraient faire un recours croissant à la biomasse, où il y a des options basées sur la nature, où on a besoin en fait de préserver des milieux naturels qui nous rendent des services de puits de carbone. Et donc dans l'équation, ça rentre en plus la question de la pression sur les terres. Alors pourquoi je veux parler de ce volet-là ? Parce que quand on parle de transition écologique au sens que vous avez indiqué pour cette table ronde, dans toute son acceptation, il y a un enjeu qui est majeur, c'est celui de la sécurité alimentaire. On le voit aujourd'hui dans un contexte de crise sanitaire, sociale. La question de l'insécurité alimentaire, c'est un objet de vigilance majeur, vital. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre associées au système alimentaire, c'est de l'ordre d'un tiers, depuis la production jusqu'aux déchets, en passant par les pertes, le gaspillage, et puis toute la chaîne de valeur. Et de la même manière que vous l'avez indiqué, les solutions qui existent dans ce secteur-là, elles existent en fait. Il y a beaucoup de connaissances des acteurs de terrain, il y a beaucoup d'expérimentation. Et cette question de l'action dans le secteur des terres, sur les choix alimentaires, sur la chaîne de valeur, sur les pratiques agricoles, il y a vraiment besoin d'aller beaucoup plus vite. Et les émissions de ce secteur, en France comme ailleurs, elles ont baissé. Elles ont baissé parce qu'on a gagné, par exemple, en productivité par vache ou en efficacité d'utilisation d'engrais. Mais là, il y a vraiment un enjeu majeur à aller beaucoup plus vite pour que ce secteur joue sa pleine part. Et comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple pour la France, l'échelle pertinente, c'est l'échelle européenne, c'est l'échelle de la politique agricole commune. Et elle a apporté des bénéfices dans le passé
sur l'accessibilité des produits agricoles pour que les gens puissent se nourrir. Et il y a vraiment une urgence à intégrer des enjeux biodiversité, qualité de l'eau, climat, de sorte à ce que si on pense une transition écologique, c'est-à-dire la soutenabilité des modes de production, ce secteur-là soit aussi un objet de plan de relance pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs, qui sont vraiment difficiles, vraiment très difficiles en termes de revenus, mais aussi pour les rémunérer pour la diversité des solutions apportées, pour l'eau, pour la biodiversité, pour le stockage de carbone. Et enfin, je termine en disant que, vous l'avez dit, la crise sanitaire, avec un problème majeur de virus respiratoire, souligne l'importance d'avoir un air pur. Mais on peut aussi dire que quand on regarde les personnes les plus vulnérables sur ce virus, un des facteurs majeurs de comorbidité, c'est l'obésité et le surpoids. Les indicateurs que les pays se sont fixés en termes d'objectifs de développement durable, à l'interface en fait sécurité alimentaire et santé, tiennent en fait à agir sur une alimentation saine. Donc ça montre en fait le besoin de penser les choses ensemble. Et typiquement dans l'innovation, ça pourrait être d'arrêter de séparer les politiques agricoles des politiques en matière de climat ou des politiques en matière de santé, parce que sur ces questions-là, on a besoin de les penser ensemble. Tout à fait. Jean-Pierre Clermadieu ? Oui, moi je voulais revenir sur un des sujets d'innovation qu'on évoquait à quelques reprises, qui est l'hydrogène, et le remettre en perspective, et peut-être souligner que j'espère que ce n'est pas juste un sujet sur lequel l'Allemagne fait un pari. Il me semble que la France aurait tout intérêt à s'engager dans cette voie. Je préside une entreprise qui est une entreprise gazière, et je suis absolument convaincu que le gaz a une place importante à jouer dans la transition énergétique dès lors qu'on est capable de le verdir. Et c'est vrai qu'en France, l'efficacité du système électrique décarboné qu'on a mis en place, qu'EDF a contribué à mettre en place, fait quelquefois apparaître ce sujet avec un peu moins d'importance que celle qu'il a. Mais aujourd'hui, on est capable de produire du gaz non fossile à partir soit de déchets, soit de cultures spécifiques. Et ça, c'est quelque chose qui contribue au système énergétique. Et il contribue au système énergétique parce que le gaz a une caractéristique assez essentielle, c'est qu'il se stocke facilement. Donc on est capable de déstocker quand les besoins des clients sont là, c'est-à-dire essentiellement en hiver, des quantités importantes d'énergie très rapidement. Mais à nouveau, il faut qu'on verdisse ce gaz. Donc, court terme, biogaz. Et le biogaz aujourd'hui, c'est pas une anecdote. Les capacités de production de biogaz sur le territoire français, c'est quelques tranches nucléaires, mais il faut aller plus vite. Et puis l'étape suivante, c'est l'hydrogène, qui permet effectivement de faire beaucoup de choses, en particulier parce qu'on est capable de transformer facilement du gaz en électricité et vice-versa. Et là, le développement du système hydrogène, il a cette particularité que beaucoup des briques technologiques sont connues, les fuel cells, les combustibles, l'électrolyse pour le produire, et beaucoup d'entreprises européennes ont des positions fortes dans ce domaine. D'où le choix fait par l'Allemagne d'investir 9 milliards d'euros, c'est ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours. Je crois comprendre que la Commission européenne, cette semaine, va faire un certain nombre d'annonces également assez massives pour mettre en place des systèmes qui permettent de faire démarrer cette forme d'énergie. Et je pense que ce serait vraiment important que la France s'engage dans cette voie. Et des entreprises comme Engie, mais nos amis de l'Air Liquide, d'EDF et quelques autres, sont prêts eux aussi à venir et dire « nous croyons dans ce système, nous allons prendre les risques qui nous permettent d'en faire un élément de la transition énergétique européenne ». Et là, je pense qu'il y a une carte que l'Europe est capable de jouer, et vraiment, j'espère que la France sera à bord. Patrice Geoffroy ? Oui, juste un petit calcul de coin de table, parce que nos auditeurs vont se demander comment on finance tout ça, et je peux en moins d'une minute partager avec vous le calcul qu'on a fait avec quelques collègues pour la Convention climat, et qui montre que tout ça est autofinancé. Alors, la démonstration, c'est la suivante. Dans les évaluations financières des besoins pour la France pour obtenir les objectifs à 2030, qui sont faits avec Benoît Leguet, un collègue que nous avons en commun, eh bien, nous investissons chaque année 35 milliards, il faudra aller jusqu'à 50 milliards, donc il y a un delta là, de 15 milliards qui va monter au fil de la décennie, peut-être jusqu'à 25 milliards. En regard de ça, chaque année, pour un pays comme la France, nous importons entre 30 et 70 milliards de produits pétroliers et gaziers. Prenons le milieu, 50 milliards. On n'a pas la main d'ailleurs sur le prix, donc ça peut passer de 30 à 70 du jour au lendemain pratiquement. Et puis par ailleurs, les questions de qualité de l'air dont on a beaucoup parlé ont un coût, disons, de l'ordre de 50 milliards. Donc si on fait la somme de tout ça, eh bien, on a 100 milliards chaque année dans lesquels on va aller creuser de telle manière à ce que... Donc ça répond finalement à la question des financements sur l'hydrogène, sur les batteries, sur l'économie circulaire qui ont déjà été très très présentes dans nos discussions. Et il me semble qu'au sortir de tout ça, si on doit envoyer un signal simple à nos concitoyens, je pense qu'il est double. Premièrement, on n'est pas à l'après-guerre, même dans des temps difficiles, et il ne s'agit pas de faire un plan Marshall et de renverser la table économiquement et de faire un effort tel qu'on a pu le faire à partir de 1945 en étant bien aidé.
l'effort est un effort sur la continuité, mais voilà, qui suppose de déplacer au maximum 1% du PIB en économisant ce qui pèse à peu près 100 milliards, c'est-à-dire 4% du PIB. Et puis si on veut faire un peu rêver, c'est pas la principale qualité des économistes, on peut dire qu'au sortir de tout ça, la vision, c'est quand même d'avoir un air potable. Il y a des continents sur lesquels l'enjeu est encore d'avoir une eau potable. Et ce sont des questions qu'on a résolues, notamment grâce à des industriels autour de cette table, au XXe siècle. Mais on a fait l'expérience pendant quelques mois là d'un air potable. Et Jean-Bernard Lévy évoquait tout à l'heure, sans les préciser, mais la mortalité, pour un pays comme la France, c'est 50 000 morts par an. 50 000 morts par an. La non-potabilité de l'air, si on peut dire. Donc, évidemment, c'est un élément qui doit être dans le débat public de cette période étrange. Et Jean-Bernard Lévy. Oui, je voulais juste revenir sur quelque chose que Valérie Masson-Delmotte abordait à l'instant. Et je profite du fait qu'elle joue un rôle éminent au Conseil pour le climat pour aborder un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de l'utilisation de la terre. Vous en avez beaucoup parlé. Vous en avez parlé d'ailleurs avec une réflexion que j'ai trouvée très intéressante entre l'obésité comme facteur de comorbidité sur le Covid. Je pense quand même qu'on ne fera pas l'économie, même si aujourd'hui, évidemment, les certain nombre de structures du monde agricole n'y sont pas favorables. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur l'usage de la terre. Quelle est la part de l'usage de la terre qui doit être orientée vers le fait pour l'homme de se nourrir, ce qui est l'usage unique aujourd'hui, et quelle est la part de l'usage de la terre qui doit être pour produire de l'énergie à partir de différentes technologies. Et je crois qu'aujourd'hui, ce débat est esquivé. Alors on pourrait dire, faisons les deux à la fois, c'est ce qu'on essaye de faire chez EDF, puisque une de nos innovations, c'est d'aller voir si on peut faire pousser des céréales. On a commencé par la luzerne. Ne me demandez pas pourquoi la luzerne, mais on a commencé par la luzerne, faire pousser des céréales sous des panneaux solaires qui seraient à une hauteur un petit peu supérieure à ce qu'on fait d'habitude, mais ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Je crois quand même que la cohabitation des usages nourriture et énergie sur les terres agricoles est un sujet qui mériterait les deux thèmes sont vraiment regardés. Les deux thèmes sont pas sans lien, hein, puisque 34% de l'énergie consommée dans le monde entier l'est pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et bien l'enjeu, c'est bien de nourrir demain 10 milliards de personnes au lieu de 7, avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol. Alors, on peut se poser la question en l'étendant aux forêts d'ailleurs, hein, quelle est la part de bois énergie qu'on veut avoir dans les forêts? C'est aussi un sujet qui est sur lequel je trouve qu'on ne prend jamais assez de recul. Avec le dépérissement dû à des vagues de chaleur et des sécheresses plus fréquentes. Donc en fait, dans un climat qui change, certaines des questions deviennent parfois plus tendues. Comme la question de la sécurité alimentaire. Mais si je comprends bien, on parle aussi beaucoup d'artificialisation des sols qu'il faut combattre. On parle assez peu du fait que la forêt gagne aussi sur les terres cultivées. Mais cette forêt, ne peut-on pas en avoir un meilleur usage aussi? Alors, il nous reste une poignée de minutes. Comme vous le savez, le gouvernement prépare un plan de relance pour la rentrée. Alors, si vous pouvez peut-être profiter de ce micro pour vous adresser au nouveau Premier ministre, Castex. Qu'est-ce que vous lui suggéreriez pour que ce plan de relance soit vert? Pour qu'il y ait relance, il faut qu'il y ait encore quelque chose à relancer, M. Barré. Vous êtes carrément pessimiste. Hein. Il faut sauver l'économie française, notamment les toutes petites entreprises. Certaines d'entre elles n'auront pas travaillé pendant 3 mois. Aujourd'hui, elles travaillent, elle est à mi-capacité. Elles vont le faire pendant plusieurs mois, 6 mois peut-être. Si elles ne sont pas davantage aidées, elles ne tiendront pas. Et donc, il faut aussi réfléchir à comment on va compléter l'aide qui a déjà été très importante apportée à ces toutes petites entreprises pendant le confinement, notamment avec le chômage partiel. Il va falloir certainement faire plus. Je rappelle que les Allemands ont fait beaucoup plus pour soutenir les toutes petites entreprises. Et non seulement ils ont financé le chômage partiel, mais ils ont financé les charges fixes. Alors, également. Une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce que vous suggériez pour que cette relance soit verte? Une fois qu'on a aidé et qu'on a sauvé ce qu'il fallait sauver, eh bien, tout ce qu'on vient de dire entre nous. Moi, je rajouterais peut-être la rénovation, enfin j'insisterais sur la rénovation énergétique des bâtiments. Je pense que c'est vraiment un domaine dans lequel il y a énormément, il y a un potentiel très fort, il y a des paybacks, c'est-à-dire qu'effectivement les investissements réalisés sont financés par les économies d'énergie qu'ils génèrent, beaucoup d'emplois à la clé,
Et une énorme difficulté depuis des décennies. J'ai participé au Grenelle de l'environnement il y a, je sais pas, peut-être 20 ans maintenant. On parlait déjà de ce sujet et on avait beaucoup de mal à avancer. Il faut qu'on arrive à faire une rupture. Et puis les infrastructures qui permettent à nos villes d'être des villes plus durables. Là aussi, il y a beaucoup d'idées, de technologies, de projets qui peuvent demain être implantées. Il faut que le plan de relance contienne des mesures qui permettent de favoriser ces développements. Valérie Masson-Delmotte. Alors moi, le message, en fait, c'est que le Haut Conseil pour le climat a justement travaillé dans cette direction. Donc le rapport 2020, après un rapport spécial lié au contexte de pandémie, qui a fait le point sur l'évolution récente des émissions de gaz à effet de serre, sera rendu mercredi prochain. Et dedans, en fait, il y a une analyse des options d'action pour la relance en matière de coût-bénéfice, à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en matière d'emploi. Il y a également une analyse des différentes dimensions de ce que peut être une transition juste ou une transition perçue comme juste. C'est un point particulièrement important pour notre pays. Et enfin, le dernier volet qui tient, je pense, à cœur au nouveau Premier ministre, c'est le rôle majeur des territoires et en particulier des régions dans cette transition. D'accord, donc on termine sur un scoop sur ce que contient ce rapport, Patrice. Oui, et je pense qu'il y a un point de convergence autour de la rénovation dans le bâtiment qui en plus est un facteur d'inclusion avec un effet de levier non seulement au travers de la création d'emplois, mais enfin gardons à l'esprit que 3 à 4 millions de nos concitoyens sont des précaires énergétiques avec des problèmes sanitaires à la clé qui sont très documentés. Donc on aura aussi ce type de co-bénéfice si on parvient à avancer rapidement dans ce domaine. Ce qui, au final, compte tenu des bénéfices qu'on va pouvoir en retirer, coûtera pas si cher. Eh bien, merci à tous et merci à Radio France d'accueillir Aix à Paris. Merci, à bientôt. Merci.